Nico, un point c'est tout. RN et non-censure. Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, rebondissons sur quelque chose de très d'actualité, si on va aller par là, à savoir le choix de la non-censure du gouvernement par le RN. Avant toute autre chose, je souhaite souligner que cette situation peut évoluer d'ici à la fin de la production de ce podcast, et davantage encore d'ici à sa publication sur LFI Monde. Ceci en relation avec les nécessités du moment et que ce que je vous propose aujourd'hui est une peinture à un instant T en quelque sorte. À ce stade, il est pressenti que le gouvernement de Beyrouth ne sera pas censuré par le groupe d'extrême droite. Dans tous les cas, cet exercice me semble présenter un certain intérêt. Le côté incertain ou changeant de la situation politique du moment ayant pu forcer le Rassemblement national à choisir une autre option et à changer de braquet en guise de choix stratégique et finalement les amener à déclencher une censure. Néanmoins, les paroles de Jordan Bardella sur Europe 1, pas plus tard qu'hier, mardi 4 février, nous permettent d'abonder largement en ce sens. Lui estimant que la crise traversée par le pays justifiait de faire preuve de responsabilité et de ne pas ajouter du chaos au chaos en faisant sauter le gouvernement actuel. Comble du ridicule, il aura eu le toupet de justifier ce choix par une supposée alliance de Macron et de Mélenchon durant les législatives, pour reprendre ses propres termes, en lieu et place d'une mobilisation massive du pays contre son parti, justement. C'était pour vous replacer le contexte, un contexte où tout peut évoluer très rapidement en raison de la volatilité qui est dans l'air, notamment avec un parti qui est quelque peu sous tension. Quoi qu'il en soit, cette décision de la non-censure peut, par certains côtés, nous paraître plutôt paradoxale. D'un autre côté, au contraire, elle s'explique assez largement quand on y réfléchit un tant soit peu. Le tout dépendant assez grandement de la communication souhaitée par le parti en question, des valeurs aux positions qu'il est désireux d'incarner, celui-ci s'avérant pris dans de nombreuses contradictions qui éclatent au grand jour, et dont de plus en plus de monde finit par se rendre compte par la même occasion, par les faux semblants qui tombent, ou les postures devenues évidentes, voire démasquées à l'aune de tel ou tel vote, ou happening qui dévoilent les intentions réelles du RN. Ce en quoi l'ère Macron aura été bénéfique en quelque sorte, je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Sa présidence étant associée à de nombreuses clarifications s'empérant. Le fait est le suivant. Cette ambivalence du parti d'extrême droite est plus visible que jamais, certes, mais beaucoup de gens continuent de l'ignorer malgré tout. En particulier dans les rangs de son électorat. Un électorat assez communément adepte de la technique de l'autruche, si je peux m'exprimer ainsi. Ou alors qui identifie toujours plus clairement ses priorités, si on va aller par là. Ceux-ci, dans la mesure où nombre savent assez précisément ce qu'ils font et pourquoi. Mais en miroir, sachant qu'une partie de ces votants mettent évidemment la tête dans le sable volontairement et qu'une autre se fait tout simplement lobotomiser ou subit une désinformation qu'on ne saurait nier. Concernant la dernière fraction de ce somme toute assez baroque alliage électoral, elle effectue des choix sciemment et en connaissance de cause. Pour la partie la plus désinformée ou sujette à la propagande, cela va jusqu'à voter pour des gens qui ne sont pas ceux qu'ils pensent qu'ils sont. Portions qui, sans le savoir, votent contre leurs intérêts de classe en réalité, s'imaginant, à tort, bouleverser l'ordre injuste établi. Une désinformation à laquelle le monde médiatique prend une part active, notamment avec tous les médias mainstream, dont une large part est aux mains des oligarques. Quasi tous, assez pour ne pas dire définitivement, le péno compatible. On aura probablement le temps d'y revenir, tant il s'agit d'un facteur essentiel. Rentrons directement dans le vif du sujet et montrons les logiques à l'œuvre et comment elles s'entrechoquent de plus en plus régulièrement et expliquent ce qu'on a sous les yeux. Le RN, parti anti-système, mais pas trop. Le parti a longtemps mis en place puis entretenu une illusion anti-système. Celui-ci croissant en s'érigeant comme une alternative à la fausse alternance, qui avait cours durant la période où les droites et gauches traditionnelles s'affrontaient dans des duels qui s'avéraient davantage être des duos qu'autre chose en fin de compte. En la matière, la stratégie de dénonciation de l'UMPS a d'ailleurs porté ses fruits en l'occurrence. Beaucoup voyant ainsi en ce parti d'extrême droite un parti à part et non plus simplement en marge. Voilà pour faire une genèse rapide sur la situation résultant d'un passé proche et les stratégies qui l'accompagnent. À l'égard du vernis antisystème dont le Rassemblement national souhaite se parer, il va sans dire que la non-censure du gouvernement est on ne peut plus étrange. Étrange jusqu'à ce que certains se demandent sûrement pourquoi elle se livre à une telle stratégie en ce moment. Nombre de leurs électeurs étant des tout sauf Macron avérés. Je peux d'autant plus en témoigner que durant la période de la présidentielle 2022, Mongéa et moi-même organisions des rencontres citoyennes sur des thèmes politiques, où tout le monde était le bienvenu pour dialoguer sur le sujet préalablement déterminé.
Enfin, un sujet indiqué et plus selon les aspirations des gens qui venaient à notre rencontre, car le débat dérivait souvent. Les sujets n'étaient pas gravés dans le marbre, et l'essentiel était de parler politique, en dépit de la trame proposée. Épisode à la suite desquels nous avions constaté l'appétence de certains à parler de ce qui avait cours en métropole et de la vie politique du pays, même dans un contexte de Français établis hors de France. Tout le monde savait qui nous étions et, a fortiori, d'où nous parlions de ce fait. Nous avions eu à cette époque l'opportunité de rencontrer certains d'entre eux. Je dis bien certains, car d'autres avaient courageusement opté pour les insultes proférées par mail, planquées derrière leurs écrans, en lieu et place de venir confronter leurs idées aux nôtres. En tout cas, c'était éclairant ou donnait lieu à des confirmations de nos analyses ou ressentis. L'antimacronisme de certains était alors tout à fait prégnant. Parfois dépassait largement leurs convictions, il faut bien le reconnaître. Certains, malgré une confusion idéologique évidente, savaient de manière ferme et définitivement qu'ils ne voulaient pas de cet ancien transfuge de la commission Attali. Et je doute que cela se soit amélioré depuis, compte tenu du degré de rejet que le président actuel suscite, de plus en plus, au fur et à mesure qu'il persiste à se maintenir à la tête du pays. Plus spécialement quand les événements et dénis de démocratie s'enchaînent, ou encore que les services publics sont démantelés, que de plus en plus de choses dysfonctionnent. Aussi que les sentiments de déclassement individuel et du pays se renforcent. La situation des classes laborieuses, des classes moyennes, jusqu'aux plus fragiles, ne cessant de se détériorer. Les classes moyennes supérieures, le plus clair du temps, se sentant aspirées par le bas, menacées de s'effondrer ou d'être paupérisées jusqu'à ne plus bénéficier d'aucun confort. Le pays ne cessant de perdre de son influence et de sa superbe, si je peux m'exprimer ainsi, à l'international. Chose dont nous sommes souvent des témoins privilégiés de par notre statut de personnes vivant hors de l'Hexagone. Dès lors, il y a cet aspect parfaitement paradoxal de voir cette entité politique se mettre en partie au service de la perpétuation du règne du pensionnaire de l'Élysée. Décision qui va à l'encontre de nombre de choses que le RN prétend combattre ou défendre, ou bien être porteur. À cette occasion, on voit comment ils essaient de donner le change pour maintenir les divers pans de leur électorat dans un bloc, en dépit de tout ce qui sépare de facto tout ce petit monde. Je vais essayer d'illustrer les rapports de force à l'œuvre et pointer les raisons des pourquoi du comment selon moi. Tenter de montrer comment tout cela est en bataille continuelle aussi, comment le parti est coincé et est en risque de froisser une partie de ses votants, comment il navigue sur un corde raide à intervalles réguliers depuis quelque temps. Pour nous, militants politiques et personnes éveillées politiquement, la chose est limpide. Nous n'avons jamais cru, ne serait-ce qu'une seconde, dans la supposée opposition au système de ce parti qui est la béquille de ce dernier, voire sa roue de secours. Que la bienveillance des médias ne manque pas de souligner en outre, tout comme les leçons tirées de l'histoire. L'extrême droite étant toujours préférable à la gauche pour beaucoup de possédants et des acteurs économiques. Fait non sans rappeler le famoso plutôt Hitler que le Front populaire, qui en dit très long sur la mentalité de tout temps, d'élite réelle ou supposée, et plus spécifiquement de ceux qui se taillent la part du lion dans cette société capitaliste. Le fait est que ce parti ne remet pas en cause le libéralisme, bien qu'il ait prétendu le faire durant un court laps de temps. Grosso modo, durant l'ère Philippot. Il s'attaque encore moins au capitalisme, comme le révèle la composition et la sociologie du groupe RN à l'Assemblée nationale. Une composition qui traduit une appartenance de classe et une idéologie partitaire assez marquée, on va dire. Pour rappel, en 2022, sur les 89 députés envoyés au Parlement, 64% étaient des cadres et professions intellectuelles supérieures, quand les ouvriers et employés, que le parti se veut représenter plus que toutes les autres formations, eux, ne constituaient que 12% du groupe parlementaire. En tout cas, cette façade anti-système est évidemment une façade pour quiconque ne s'adonne pas à l'aveuglement volontaire. Les votes du groupe parlent d'eux-mêmes, 50% de votes en commun avec le groupe LREM à l'époque. Tout est dit et bien résumé de par un tel chiffre. Parti présidentiel et d'extrême droite dont les votes conjoints se sont portés contre toutes les mesures sociales amenées au vote devant l'Assemblée. Petit récapitulatif. Vote contre l'augmentation des salaires, contre l'augmentation du SMIC, contre le gel des loyers, contre le rétablissement de l'ISF, contre la taxation des superprofits, contre le blocage des prix, contre les prix planchers pour les agriculteurs, contre la régulation d'implantation des médecins dans les déserts médicaux. Et là, on occulte volontiers les signatures approuvées des traités de libre-échange comme un révélateur de plus, comme un sceau donnant à voir l'hypocrisie régnante. Marque plus que patentée de la tartufferie des lepénistes souhaitant s'ériger en chantre de la ruralité, comme ceux qui incarnent le vote des Français qui travaillent mais peinent à vivre. Ceux dans le sens duquel les médias abondent, occultant volontairement que les gens des catégories populaires s'abstiennent plus qu'ils ne votent pour quiconque.
En outre, lorsqu'ils se rendent aux urnes, les comportements dépendent de conditions à la croisée des chemins de ce qu'ils possèdent comme biens, études, où ils se situent géographiquement et tout un tas d'autres paramètres de cet acabit. Je vous renvoie aux conférences des amphis ou aux travaux de l'Institut Lavoisier, voire de pour ainsi dire tous les sociologues. Il convient de noter que la situation est sûrement pire encore depuis 2024 et qu'il semble que le nombre de votes en commun se soit accru entre les blocs du centre et de l'extrême droite. J'ai cru voir passer le chiffre de 56% de votes à vérifier. Autrement dit, au-delà des postures, on aura fait le constat de vote contre toutes les mesures pour apporter un mieux-être aux plus fragiles et pour entraver la mainmise des possédants sur la quasi-intégralité du gâteau produit par le pays. Bref, rien en stock pour les travailleurs, si ce n'est une stigmatisation relayée des assistés, entre gros guillemets, tech de droite oblige. Tout cela accompagné des hurrahs d'approbation devant les profits qui s'accumulent pour le capital et les mieux lotis. Grosse boîte en tête. Et là, je vous fais grâce d'évoquer les rétropédalages constants de Bardella sur le programme supposé du RN et ses pseudo-bienfaits sociaux pour les moins aisés. Bienfaits qui ont été abandonnés en rase campagne à mesure que son parti semblait promis à une accession aux responsabilités, ou bien que lui était pressenti pour occuper Matignon. Il n'était alors plus question de revenir sur le travail de casse néolibéral mené par Macron, et fini, entre autres choses, le retour sur la réforme des retraites, pourtant massivement plébiscitée par la population, à hauteur de 75% en général et par 92% des gens en emploi, dont de très nombreux de leurs électeurs parmi les couches les plus populaires. Dans un tel contexte, difficile de ne pas voir le poteau rose, à moins de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour se voiler la face. On voit combien le RN se moque royalement du monde en se faisant passer pour un parti anti-système, quand il n'entend pas apporter de changements majeurs en termes institutionnels ou démocratiques, et en particulier pour ce qui concerne l'orientation économique du pays. Que son action voulue consiste en un prolongement de celle de la Macronie. Que le RN entend réduire la dette, la payer, ne pas faire contribuer les nantis et les grosses entreprises qui se goinfrent de super profits et qui résultent, dans le même temps, en l'asphyxie de petites entreprises qu'ils défendent si on les écoute, mais pour lesquelles ils ne réalisent rien de concret. L'opposition du RN à la pente économique empruntée par la Macronie est factice et on ne saurait en faire meilleure démonstration que les divers votes qui ont lieu dans le cadre des multiples assemblées, nationales comme européennes. En effet, en particulier sous l'impulsion de Bardella, le Parlement européen était le théâtre de votes tout à fait parlant des membres de ce parti, son leader le premier. Eux tous n'ayant rien à redire aux politiques néolibérales qui y voient le jour, les traités de libre-échange qui y sont conclus en attestent, qu'ils ont souvent appuyés par ailleurs. Je vous renvoie vers les liens dans la description qui vous mèneront vers des visuels que nous avons réalisés, en lien avec divers thèmes mentionnés ici. Pour en finir avec ce volet, comment ne pas faire appel à la relation que les membres de ce parti entretiennent avec les médias mainstream? Comment ne pas mentionner qu'ils sont accueillis avec un respect et ou une bienveillance qui interpelle et qui tranche assez largement avec le traitement dégoûtant des insoumis invités sur les plateaux en question? Comment ne pas mettre en relief comment Le Pen et le RN sont constamment invoqués et placés au centre du jeu politique, ou encore comment on est sommé de répondre aux moindres déclarations ou positions émanant de leur part. Jean-Luc avait dit, à raison, comment le RN était rentré dans les foyers par le vecteur télévisuel. Là, on a passé bien des caps et les médias leur donnent une centralité qu'ils ne sont pas plus légitimes que d'autres à obtenir, spécialement dans un contexte de vie politique tripartite où chaque bloc est quasi égal en termes de voix, de poids, de nombre de représentants. L'ordre et le désordre en lutte. La plupart des personnes de ce pays ont identifié comment la situation de gouvernance du pays est devenue instable, alors que Macron fait tout ce qui est en son pouvoir pour se maintenir dans ses fonctions désaveu après désaveu, se raccrochant aux branches comme il peut, quitte à faire des pirouettes et nommer tout type de personnages acquis à sa cause, en lieu et place de respecter le résultat des urnes et de désigner Lucie Castet du NFP. Le président en poste fait de son mieux pour que son cap politique soit inchangé, que personne ne vienne le remettre en question. Dans un tel contexte, il est logique de voir le RN, de par son statut d'extrême droite, et du coup, déjà naturellement désireux de passer pour la formation qui est associée à l'ordre et à la stabilité, afficher sa volonté d'incarner ses valeurs. Donc, quelque part, qu'il mette l'extrême centre en sursis n'a rien d'inconcevable, d'autant que d'autres raisons contiguës les légitimes. Je reviendrai sur ce dernier point ultérieurement.
Il va sans dire que cela s'inscrit dans un tout. Nul besoin de rappeler que, malgré son intention de se faire passer pour les défenseurs des ouvriers et employés, ou des petites gens, le Rassemblement national n'a jamais vu d'un très bon œil quelques grèves des concernés pour leurs droits, pour des améliorations de leurs conditions de vie ou de rémunération, notamment du fait du petit patronat largement présent dans ses rangs. Ce dernier ne consentant pas ou n'étant pas en position de consentir à de telles avancées. L'optique des gros est plus simple encore, ils entendent conserver l'accumulation des profits dont ils jouissent et, de ce fait, n'ont aucune volonté de voir ceux qui triment bénéficier de situations moins inconfortables. En guise d'aparté, remémorons-nous que cette mouvance est pour le droit de préemption et pour réquisitionner les personnels en grève s'ils estiment que le besoin s'en fait sentir. À commencer, comme vous vous en doutez, par les employés des raffineries qui peuvent constituer des blocages et une paralysie de l'économie vue comme absolument inacceptable pour nos tartuffes en chef. Fin d'aparté. Retour au petit patronat, segment de son électorat qui n'escompte pas renier ses avantages pour davantage de justice sociale, justement. Rappelons également que les seules manifestations que le Rassemblement national soutient sont ceux des bigots anti-IVG ou encore de nervis anti-immigration et autres olibrius cagoulés catégorisés comme identitaires. En somme, de tous ceux qui ne remettent surtout pas en cause le système économique en place, mais sont l'expression d'idéologies réactionnaires ou pire. En résumé, se loger à une autre enseigne sont ceux qui font preuve d'un conservatisme tout à fait en adéquation avec leur vue rétrograde de la société. Il est bon de se souvenir au passage que c'est ce même parti qui a mis en circulation, par le biais de la famille à sa tête, cette formule de gréviculteur, terme synonyme de chienlit dans leur bouche, expression montrant aussi le dédain à l'encontre des gens qui ne comptent pas jouer les moutons de panurge et être tondus sans rien dire. Les syndicalistes de combat n'ayant pas odeur de sainteté chez cette coloration politique, une ou deux configurations mises à part. Et oui, bizarrement, dans l'extrême droite, il y a droite, cela va sans dire, mais aussi extrême, ce qui n'arrange rien. Cela m'inspire que je n'ai toujours pas saisi ce que les gens ne comprennent pas dans cette appellation reconnue par le Conseil d'État. Je me demande comment ils attendent toujours des intéressés de faire du social, paraît-il, quand cela va à rebrousse-poil de leur appartenance et convictions politiques. Aussi, c'est l'occasion de rappeler l'intrication entre ce parti et la police, notamment avec les syndicats majoritaires dans cette corporation. Sûrement seul syndicat avec quelques organisations étudiantes hyper radicales qui ont grâce à leurs yeux. Tant il y a ces aspects défense de l'ordre notamment établis et ce raccourci de semblant sécuritaire que cela véhicule. Enfin, si on veut bien occulter la dangerosité de certains groupes qu'on ne croit pas bon d'interpeller en dépit de leurs défilés encagoulés et de leurs attitudes agressives, ainsi que les slogans douteux, voire plus que problématiques qu'ils profèrent. Dans tous les cas de figure, cette liaison avec l'institution police et ses syndicats les plus durs témoigne tout à fait bien de la nature définitivement tout sauf anti-système du parti de Le Pen. Ceci justifie, explique aussi, au moins en partie, la réaction de cette formation dans la situation actuelle et sa relation au pouvoir en place. Pouvoir avec lequel il y a un alignement idéologique à maintes égards. Le confort de la Ve République. Il est somme toute des plus logiques pour des conservateurs de ne pas remettre en cause le système dans lequel nous nous trouvons. Encore plus dès lors que celui-ci offre un cadre tout à fait propice à une gestion autoritaire du pays et que le président actuel et ses sbires a ouvertement contribué à renforcer. Comme chacun sait, le RN ne propose en aucun cas un changement de république ou de forme de gouvernance. L'actuel, super vertical, leur sied à merveille. Ils feignent simplement de vouloir donner plus souvent voix au chapitre au peuple, voilà qui fait amplement la maille les concernant. La formule du référendum étant assez peu contraignante, comme les dernières éditions ont pu nous le montrer, avec des dirigeants n'hésitant pas à s'asseoir sur le résultat au besoin si le vote ne va pas dans leur sens. Mais tel n'est pas notre sujet. En réalité, tout cela est naturel pour des gens dont la rupture n'est pas le sujet. Actuellement, ils disposent des outils dont ils ont besoin pour mener la population à la baguette. D'autant que leur présence au sein de corporations comme l'armée ou la police constitue pour eux un appui considérable et un avantage certain. Voilà qui parle en faveur de ne pas prendre le risque de bouger ce qui est sur de bons rails, ce qui s'avère somme toute un contexte plutôt favorable, en particulier dans la mesure où certains ont la bonté de leur apporter une aide inestimable, plus ou moins sciemment, une aide qui est, pour eux, la bienvenue assurément. À quoi bon se casser la tête ? Renaissance fait le boulot ?
Je ne cache pas que j'ai halluciné il y a quelques jours de cela en entendant le pensionnaire de l'Élysée évoquer une internationale fasciste en cours de construction. Il a tenu ce discours des suites de la nomination de Musk dans le gouvernement de Trump. International dont bien sûr elle excluait son mouvement politique. Ce qui prête amplement à sourire quand on sait le mal que l'entité politique à la tête de laquelle il se trouve s'est donné pour concrètement faire avancer les idées et programmes de l'extrême droite dans le pays. Ou encore comment le mouvement des Gilets jaunes a été réprimé. Comment le contenu de ce qu'il propose depuis quelques années maintenant, nous ramène en arrière question conquis sociaux et démocratiques. Chose encore plus comique que cette sortie, dès lors qu'on cherche un peu dans nos mémoires et qu'on se souvient du comportement de Macron à l'égard des personnalités concernées. Tout accueilli dans un faste et une connivence qui s'avère tout à fait révélatrice du faux semblant qui accourt via cette déclaration. Cela s'inscrivant dans le cadre d'une politique nationale qui ne parle pas en la faveur de l'intéressé. Celui qui se dépeignait en rempart contre l'extrême droite étant devenu de facto et de manière absolument indéniable son principal marchepied, conjointement avec le système médiatique lui aussi au service des plus fortunés. Organe dont le zèle ne cessera probablement jamais de nous étonner et de nous faire honte. Tout ceci est encore plus vrai une fois mis en perspective, sachant la résignation, le dégoût et autres qu'inspirent ces politiques à certains qui se réfugient le plus clair du temps, à tort, dans l'abstention ou à minima s'éloignent des urnes. Je crois bon de mettre en exergue que le score du RN a bien progressé sous l'impact des politiques néolibérales appliquées par Macron, comme le démontrent les chiffres de la progression de Le Pen au second tour des élections présidentielles, puis leur résultat extrêmement haut à l'occasion de l'élection européenne qui allait suivre, ou encore la progression de leur nombre d'élus siégeant à l'Assemblée nationale. Nombre record, il convient de le reconnaître, quand bien même cela nous énerve ou nous donne la nausée. Tout cela n'est pas sans explication, cela va sans dire. Partout, les causes identiques produisent des effets similaires. C'est le fruit de la politique mise en place, directement inspirée de celle portée par le RN, mais aussi le résultat des concessions idéologiques faites à ce parti par presque toutes les formations du spectre politique. Ou encore la dédiabolisation à laquelle Renaissance et certains de ses porte-paroles ont largement participé, pris part activement parfois pour être plus précis. On a tous à l'esprit comment Darmanin trouvait que Le Pen était trop molle sur l'islam, pour reprendre ses propres mots. Aussi, on a noté encore une étape supplémentaire franchie avec le dernier gouvernement, issu majoritairement des rangs de la droite dure ou de la droite extrême. Droite radicalisée qui fait sienne l'agenda politique du RN. On ne combat pas le Rassemblement national avec des gens qui ont adopté leurs idées ou les ont toujours fait vivre, avec des gens qui ont voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, qui parlent comme eux de français de papier, de submersion migratoire et tout le team. De surcroît, quand le chef de l'État s'engage sur la voie de la réhabilitation de personnages sulfureux et ou controversés marqués à l'extrême droite, comme les Pétain ou Maurras, pour ne citer qu'eux. Ou que, cerise sur le gâteau, il emploie du vocabulaire qui lui est typique, comme chevaucher le tigre, expression qui est un marqueur clair et précis que personne ne saurait nier, à moins de jouer les absolus ingénus. Il faut être lucide, la propension du RN à censurer un gouvernement qui va chasser à ce point sur ses terres avec ses mots et ses méthodes est nulle, comme on l'aura, je pense, tous intégré, à moins que quelque chose ne change la donne, tout du moins. Et pour cause, puisque Renaissance laisse la possibilité et fait l'énorme cadeau au RN de faire le sale boulot à sa place, sans se salir les mains, et en laissant le système médiatique continuer le travail de désinformation parallèlement. Travail, entre très gros guillemets, le propulsant au centre des débats, peu importe les questions. Mais aussi et surtout en installant ces chevaux de bataille au centre du game politique, en les faisant passer pour des préoccupations essentielles pour la population, malgré qu'elles n'en sont pas au regard de leurs propres outils de propagande, les enquêtes d'opinion. Bref, les quelques dirigeants qui tiennent la route autour de Le Pen ne sont pas que des idiots. Ils ont bien identifié leur intérêt d'avancer masqué, de ne pas faire de bruit ou de vagues, et de laisser tous ces acteurs travailler à leur place. Marteler des contre-vérités en H24, effectuer un bourrage de crâne de tous les instants, avec une assurance qui leur confère un air sérieux, donc crédible bien qu'il ne le soit aucunement. D'autant qu'on a tous constaté comment le boulot n'est pas leur truc. Je vous renvoie aux chiffres de présence, etc., de celui qui n'a pas usurpé son surnom, de Bardépala. Cela engage une transition parfaite vers le point suivant que je souhaite aborder. La question de l'intérêt pour le RN de gagner tout de suite maintenant. Question que je m'apprête à traiter au travers de sujets périphériques. Un RN pas si prêt à gouverner.
Contrairement à ce que ces dirigeants veulent bien nous en dire, je pense que peu de monde, eux y compris, considèrent que le RN est capable de gouverner à cet instant et dans l'état actuel des choses. Beaucoup doutent, à juste titre, me semble-t-il, de leur capacité à monter un gouvernement cohérent, mais surtout compétent, qui ne se ridiculise pas à vitesse grand V, qui n'envoie pas le pays dans le mur, pied au plancher. J'entends encore plus vite que Macron et ses sbires ne peuvent le faire, ce qui serait tout de même un exploit. Il est communément admis, non sans raison, que le programme économique du RN est une farce, en plus de montrer qu'il ne diffère en rien de celui de Macron côté orientation générale. Aussi, comment ne pas remarquer que ce parti ne travaille pas ces questions et que leur projet économique apparaît comme grotesque aux yeux d'experts plutôt compatible avec la pente qui est la leur pourtant, comme un gage de leurs propositions ridicules qui ne tiennent pas la route, de leur difficulté dans le timing actuel à ne pas se décrédibiliser d'entrée de jeu et durablement. Ceci donne des indices quant aux spectaculaires reculades programmatiques qui ont été celles de Bardella sur les plateaux TV durant la période des dernières élections législatives. Une fois près du but, les hypocrisies devenaient criantes, alors que les mesures, une par une, étaient laissées de côté par leur chef de file. Tant qu'ils cherchent à faire oublier et où ces renoncements laissaient entrevoir combien le parti, en dépit de ses déclarations, n'est tout simplement pas prêt à mon sens. Surtout dans la mesure où la composition hétéroclite de son électorat les amène à être pris en étau entre les attentes divergentes des classes populaires et des classes plus aisées qui les soutiennent. Ces dernières, faites de possédants pris de panique de voir leurs avantages réduits à peau de chagrin, ayant tendance à pousser à l'exploitation et à la stigmatisation des plus en difficulté, moins diplômés en tête. Or, ils sont parmi ceux qui votent pour les RN. Voilà où se situe le hic pour eux. Et les choses ne s'améliorent guère pour ce qui les concerne dès lors que les publics les plus favorisés rentrent en jeu et escomptent ne faire aucun cadeau aux catégories les plus populaires et accroître leur domination. En vérité, leur programme économique est basé sur une sorte de chasse aux pauvres et aux assistés, comme ils les appellent. Comme sur la chasse aux immigrés également. Tous publics sur lesquels il n'y a rien à gratter pour ainsi dire, ou, dans le meilleur des cas, sont de plus en plus à l'os et donc difficiles à essorer puisqu'ils ne le sont déjà. Eux qui survivent plus qu'ils ne vivent d'ores et déjà. On comprend comment leurs recettes ne peuvent évidemment pas marcher dans cette optique. Malgré un coup fantasmé de l'immigration, visiblement issu d'un idéologue, qu'ils veulent croire sur parole tant ce dernier les arrange, bien que ces thèses soient contredites par tous. Grosso modo, la méthode RN n'est ni plus ni moins que la recette de la Grèce avant sa prise en main par la Troïka, soit de concentrer l'effort sur les classes laborieuses et de laisser ceux qui se gavent faire sécession avec le reste de la société, pour résumer à gros traits. Bref, on a vu comment le timing n'est pas idéal pour une accession au pouvoir les concernant, surtout que leur problématique ne consiste pas uniquement en la dimension économique. De véritables facteurs humains sont réellement présents également. Un déficit blatant apparaît clairement au niveau de la capacité du parti à former des cadres et à recruter des candidats dignes de ce nom. Simplement décents à défaut de mieux. Nul besoin de se focuser sur le freak show auquel on a eu le droit durant les dernières législatives et les candidats aussi nuls que dangereux qui ont porté les couleurs de cette formation politique. Ce n'est pas pour rien que la personne en charge des désignations s'est vue remercier, si on peut appeler cela comme cela. De grands malades qui se prennent en photo avec une casquette nazie, aux gens qui ont été auteurs d'agressions, en passant par des extraterrestres incapables de dire ce que propose le RN en termes de services publics, et qui ne comprennent même pas la question posée, ou encore des propriétaires de librairies problématiques, voilà qui en disaient très très long sur la qualité des profils à disposition, sur les faux semblants aussi, ainsi que sur les bases militantes de cette entité, sur le fin changement du parti, en dehors du côté cosmétique du changement d'appellation. On peut peut-être aussi tirer un autre enseignement de ces dernières élections législatives et du sursaut de participation qui lui a été associé, de l'union des gauches également. Tout ceci laissant entrevoir qu'une capacité de mobilisation demeurait présente dans le pays et que le pays, à ce stade, n'était pas encore mûr pour voir l'extrême droite s'emparer de notre patrie sans réagir. Preuve que de la lucidité demeure présente quant à qui sont les gens de ce parti. Évidemment, ce n'a pas été forcément facile, mais le pays a su repousser l'extrême droite pour l'heure. Aussi, si la formation de Le Pen ne semble pas vouloir gouverner urgemment, cela peut s'expliquer par le fait que nous n'avons pas affaire à des bêtes de travail, et que nombre de ces cadres sont confortablement installés dans les assemblées. Doigts de pied en éventail, cocktail à la main ou presque. La plupart brillent pour leurs absences et pour leur manque de maîtrise des dossiers, elles-mêmes liées au boulot peu conséquent mené par les concernés. La boucle est bouclée. Ce qui rappelle qu'il convient toujours de se méfier de ceux qui ont pour obsession de remettre les autres au travail. Ce sont rarement les plus zélés qui ont ce genre de choses pour leitmotiv aux propositions phares. Ou alors peut-être que ces chantres de la dénonciation de la cancel culture se mettent enfin en adéquation avec leurs convictions supposées et refusent de censurer de ce fait. Bon, vous l'aurez compris, celle-ci c'est pour la blague. Une fois de plus pour illustrer la tartufferie qui accourt.
Malgré tout, la censure reste une option. La censure, une solution de dernier recours. Je crois que vous aurez compris que pour moi, la stratégie la plus probable à bien des égards est plutôt un RN qui ne vote pas la censure. Cependant, comme je l'évoquais précédemment, que le Rassemblement national y ait recours, en fin de compte, n'est pas du domaine de l'impossible. La première raison consiste en l'intérêt réel ou ressenti du parti de jouer les opposants plus que d'autres choses. Comme je le soulignais plus en amont, Macron agace, même parmi les gens qui ne pâtissent pas forcément de ses politiques. Sa façon d'être ou sa manière de gouverner pèse dans la balance aussi, suscite du rejet. Le fait est que de plus en plus de gens à droite souhaitent le voir dégager. On a même vu Sarkozy, qui vantait les mérites de Macron, se retourner contre lui, c'est dire. S'il est compris dans les dirigeants du RN que le segment le plus assis de son électorat souhaite le voir partir ou voir le gouvernement Bayrou être censuré, alors la procédure risque d'être enclenchée pour conserver l'électorat et s'ils évaluent une réelle chance de l'emporter. Sinon, je dois dire que je vois assez peu de configurations ou raisons menant à une censure de Bayrou et de son gouvernement par le RN. La raison la plus envisageable serait que les affaires qui touchent le parti et sa dirigeante mènent cette formation à reconsidérer son positionnement. Si une inéligibilité était en bout de course prononcée et confirmée, ce scénario prendrait une épaisseur tout autre. Le parti pourrait alors tenter une nouvelle accession au pouvoir avant que les décisions de justice ne tombent. Si une telle chose se produisait, il est certain que la décision de justice aurait un impact pour nombre de leurs dirigeants, pour qui accéder au pouvoir très rapidement serait alors un échappatoire. Rendez-vous au prochain épisode. De façon à ne pas faire trop long, je pense que je vais clore ici ce podcast. Je ne suis pas certain de ce qu'il adviendra, censure ou non. D'ailleurs, peut-être que les dirigeants du RN eux-mêmes ne savent pas non plus ce qui va se passer et quelles décisions ils vont prendre. Dans tous les cas, il ne me semble pas forcément inintéressant de partager mon avis sur cette question. J'ose espérer que certains d'entre vous pourront soit utiliser les éléments que j'avance, ou alors que cela nourrira vos réflexions. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1.c'est tout. Merci de votre attention. Un grand merci à ma camarade Mag pour son aide et pour m'avoir prêté sa voix pour les titres de ce podcast, en espérant que cela aura contribué à rendre mon contenu plus attractif et à vous proposer un produit de meilleure qualité. Allez, à bientôt.